messieurs, bonjour. Un controverse consacrée aux perquisitions au cœur de l'Église. Cette semaine, tous les acteurs seront là pour parler de cette première dans l'histoire de l'Église catholique belge. Avant cela, les décodeurs... Grand débat, bien entendu, à propos des perquisitions au cœur de l'Église catholique qui font beaucoup de bruit, même jusqu'au Vatican. Mais tout de suite, les décodeurs de l'info. Alain Raviard, bonjour. Bonjour. Expert en communication de crise. Quentin Dickinson, directeur de France. Tout de suite, le débat controverse. Le cardinal Danels, la commission Adrian Sens, le palais épiscopal perquisitionné, les cardinaux auditionnés, Monseigneur Léonard retenu 9 heures en garde à vue, la violation, selon le Vatican, de 2 tombes d'archevêques, autant de premières dans l'histoire de l'Église catholique belge. Alors, est-ce que l'Église, depuis toutes ces années, dissimule, voire cherche à étouffer des dossiers de pédophilie? Que sont devenues toutes les plaintes récentes? Ces enquêtes et la manière de les mener, est-ce digne du Da Vinci Code, comme a plaisanté Monseigneur Léonard? Bref, l'Église a-t-elle été, est-elle, au-dessus des lois de la cité? Mes invités, Éric de Beuquelard, le porte-parole des évêques de Belgique, Joël de Villet, victime d'un prêtre pédophile, il vient d'écrire un livre à ce sujet, Peter Adrian Sens, pédopsychiatre, président de la commission indépendante pour le traitement des plaintes, Christophe, témoin, à visage découvert, il témoigne pour la première fois. Tommy Scholtes, directeur d'information de Catobel. Marie Dumont, Baguette, juge de la jeunesse honoraire, ex-membre de la commission interdiocésaine pour le traitement des plaintes. Henri Bossely, pénaliste et professeur émérite à l'UCL. Jean Yvaillé, psychiatre et pédopsychiatre, professeur émérite à l'UCL. Michel Bouffiou, journaliste pour Paris Match, il a suivi cette affaire depuis plusieurs années. Et Philippe Grolet, passe-président du Centre d'action laïque. En fin d'émission, j'aurai l'occasion d'accueillir Stéphane de Clercq, le ministre de la Justice CDNV, les yeux dans les yeux. Alors, première question, je me tourne bien entendu vers le porte-parole des évêques. Pourquoi finalement s'offusquer que des policiers, par exemple, prennent des ordinateurs, fussent-ils à des cardinaux? Et alors, ma seconde question, le Vatican parle de séquestration d'évêques à qui on n'aurait donné ni à boire ni à manger. Moi, j'ai lu, oui, j'oublie, j'avais invité aussi le parquet de Bruxelles, Jean-Marc Meyer, mais il a décliné mon invitation. Mais j'ai lu qu'ils avaient mangé du poulet, des tomates et bu du vin. Alors, il y a quelqu'un qui ment dans l'histoire. Je vais répondre. Donc d'abord, je voudrais quand même, parce que de fait, il y a deux aspects à la question. Il y a l'aspect rationnel, et j'espère qu'il aura sa pleine part ici, c'est-à-dire il y a une instruction judiciaire, et puis il y a l'aspect émotionnel. Alors je voudrais d'abord répondre sur l'aspect rationnel. Ce que les évêques ont déclaré depuis qu'on m'a rendu mon GSM et que je l'ai fait en leur nom avec leur permission, c'est que l'Église ne se considère pas du tout au-dessus des lois. Elle a, depuis le début, dit le parquet ou le juge d'instruction a le droit de perquisitionner s'il le pense. Ben oui. Nous avons par contre regretté, pour la confidentialité des victimes, ce qui s'est passé. On va en parler plus tard, oui. La seule chose, et ça je crois que tout citoyen a le droit de poser des questions, nous n'avons toujours pas de réponse, est-ce que cette perquisition était proportionnelle? Est-ce qu'il était nécessaire? On a utilisé... Toute perquisition, en général, ça ne plaît à personne. Hein? Non, mais enfin, je dirais... Vous avez déjà assisté à une perquisition? Moi, j'ai assisté à une perquisition, oui, Pascal Brebos, je viens d'assister à une perquisition. Donc, mais... c'est toujours comme ça. Oui, hein? Mais donc, je veux bien, mais quand on a appris le lendemain, moi j'ai dû me le faire répéter 2 fois, qu'on avait été jusqu'à la cathédrale pour voir s'il n'y avait pas des indices, c'est tout. On peut poser quand même les questions. C'est le droit du justiciable de poser aussi des questions quant à la proportionnalité. Ça, c'est une première chose. Seconde chose, parce que vous m'aviez posé 2 questions, le Vatican, ainsi de suite. Il faut savoir que les modalités de la perquisition, le fait que ça se soit fait en plein jour, très bien. Par hasard, m'a-t-on dit, le jour où tous les évêques sont présents, le jour où le nonce apostolique allait arriver, les images ont fait le tour du monde. Je suis depuis 9 ans porte-parole des évêques. C'est la première fois, ce matin j'étais en direct à la BBC, c'est la première fois que la presse internationale, même l'affaire de l'évêque de Bruges, n'a pas pris une telle ampleur internationale. Et évidemment, les gens mélangeant les pinceaux, nous avons parfois des réactions. Attendez, alors, vous voulez dire quoi? Qu'il y a un complot de la justice pour donner une image négative de l'Église dans le monde entier? Non, je crois que justement, ce que vous dites là, c'est confondre l'émotionnel et le rationnel. C'est vous qui le dites, hein? Non, ce que j'ai dit, c'est que l'impression que ces images donnent, et moi je passe mon temps à calmer le jeu et à dire à ces gens...
à l'étranger de dire, écoutez, nous sommes dans un État démocratique, la justice a le droit de faire ce qu'elle fait. La seule chose que nous posons, et nous avons le droit de le faire, nous posons des questions par rapport à la modalité. Nous ne savons toujours rien sur le dossier et nous attendons que le parquet... Alors ma question, donc le Vatican dit, enfin c'est ce que j'ai lu, que les évêques n'avaient ni bu ni mangé pendant 9 heures, et de l'autre côté on dit qu'ils ont eu du poulet, des tomates et du vin. Je vous réponds à cela. Hier matin, le cardinal Bertone était interrogé par 2 journalistes, je crois, et de fait, il a dit ils n'ont ni bu ni mangé, ce qui n'est pas correct, puisque j'ai bu et j'ai mangé, je peux le dire. Donc il s'est trompé, ou il a menti. Il s'est trompé, j'ai eu le Vatican. Ça fait aussi le tour du monde, oui, hein, ça j'ai fait le... Mais c'est pour ça qu'il faut me laisser parler. J'ai eu le Vatican au téléphone qui m'a dit, vous pouvez dire de manière autorisée, la réaction officielle du Vatican, c'est le texte publié vendredi après-midi. Ceci, c'est un commentaire personnel, mais c'est l'émotion du moment. Et donc, il faut le ramener à sa juste proportion. Ne remettons pas de l'huile sur le feu. C'est pour ça que je suis ici. Très bien. Alors, Toby Scholtes, est-ce que la Belgique est devenue un nouveau goulag? Puisque le Vatican a dit, même dans les pays communistes, on n'a jamais assisté à ça. Mais je crois qu'on peut le situer dans le fait que, là aussi, c'est un peu le rationnel et l'émotionnel. Le nonce apostolique a été, lui, très impressionné par ce qui est arrivé. Parce que c'est vrai qu'un nonce apostolique, il a une immunité diplomatique, et quand il a vu cela, il a eu peur. Et lui, comme nonce apostolique, il a une expérience, entre guillemets, internationale. Oui. Et ce sont des choses qu'il a vues dans d'autres pays. Mais il n'a pas été, entre guillemets, séquestré. Non, mais il a vu le déroulement de la chose qui était en train de se passer et il a pu partir. Donc je crois qu'il n'est pas question de goulag, il n'est pas question de tout ça. Donc ils ont exagéré au Vatican, c'est ça que vous dites? Non, je crois qu'ils ont eu peur. Je crois qu'ils ont eu peur. Et quand on a peur, eh bien à ce moment-là, les propos peuvent prendre une ampleur que quand on est sur le terrain, on ne connaît pas de la même façon. On n'a pas pu avoir d'informations. Moi-même, qui n'étais pas à Malines à ce moment-là, j'ai souffert toute cette journée du jeudi pour avoir un minimum d'informations. Ce qui est aussi quand même pour moi vraiment problématique, le droit à l'information, il subsiste toujours. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que quand on cherche des dossiers, puisqu'on n'a jamais dit, comme Éric de Beuquelin l'a dit, on n'a jamais dit ce qu'on cherchait, il y a à un moment donné une rationalité qu'il faut voir comment on va chercher. Et je pense que ce n'est pas simplement en allant ouvrir toutes les armoires où il y a de l'administration et de la comptabilité qu'on va trouver des choses qui pourraient être répréhensibles dans le domaine qui touche, je suppose, à la pédophilie d'une manière ou d'une autre. Quand on perquisitionne, enfin, je veux dire, on ouvre tout, hein, tous les gens qui ont été perquisitionnés. Bien sûr. Je veux dire, on ouvre tout, Bien sûr. et même des choses que les gens n'imaginent pas. Il faut se je poser me des tourne vers questions, Madame la juge. Enfin, ex-juge. Mais vous avez eu l'expérience, vous, de certaines perquisitions. Est-ce que c'est normal qu'on ouvre toutes les armoires, par exemple? J'ai entendu dire que c'est absolument normal par mes collègues de l'instruction, mais moi, j'ai jamais été juge d'instruction. Mais c'est normal qu'on ouvre tout, Absolument. même des choses qui n'ont rien à voir a posteriori ou a priori. Absolument. Oui. Michel Bouffiou, vous qui êtes un habitué des perquisitions. Oui, enfin, je n'en fais pas, hein, Pascal. Non. Mais, enfin, vous en avez suivi beaucoup. Oui, Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ce qui a été fait? Je pense qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'indigner. Et je crois que si on doit avoir un sentiment d'indignation, il ne faut pas se tromper de débat. C'est par rapport au fait de pédophilie commis. Hein. C'est là que l'indignation se trouve. Hein. Monsieur Bossely, vous entendez hein, le Vatican qui a réagi. On sent que les évêques aussi, ils ont été un peu soufflés, j'ai envie de dire, de la manière dont ça s'est fait. On parlera des tombeaux un peu plus tard. Est-ce que ce sont des perquisitions exceptionnelles ou tout simplement banales pour tout citoyen? Alors, la perquisition en soi, elle n'est pas exceptionnelle. Ce qui est exceptionnel, c'est que ce soit les évêques qui aient été visés par cette perquisition et qu'ils étaient en réunion, tous ensemble, à l'archevêché à Malines. Maintenant, il y a une bonne question qui a été posée et qui méritera d'être examinée un peu plus tard, c'est de savoir si la perquisition n'a pas porté sur des documents, des pièces qui, en réalité, n'ont rien à voir avec cet acte d'enquête. Mais cela, arrive on souvent, ne le sait pas nécessairement dès le début. Donc, ça ne vous choque pas? Vous n'êtes pas choqué? Vous êtes choqué de la réaction du Vatican ou pas? Je ne suis pas choqué de la manière, d'après les informations qui ont été relevées par la presse, parce que moi, je n'ai pas d'informations particulières, je ne suis pas choqué de ce type d'enquête. Bien sûr, on peut le regretter comme tout citoyen, que les droits ne soient pas mieux respectés dans une procédure. Mais ça, c'est comme cela dans la démocratie belge, et ne nous en plaignons pas trop. Monsieur Grellet. On est dans un pays où il y a eu, dans un passé très proche, des perquisitions chez des ministres, chez des parlementaires, dans des bureaux à l'intérieur même du Parlement.
chez des juges. Et donc, pourquoi s'étonner qu'il puisse y avoir effectivement des perquisitions? Pourquoi cette émotion? Pourquoi cette émotion? Alors, non, attendez, moi j'entends quand même deux discours différents. J'entends le discours des représentants de l'Église belge et j'entends le communiqué du Vatican. Et le communiqué du Vatican est effectivement scandaleux. De quel droit ces condamnations sont prononcées? Par quelle autorité? Qui ferait bien de nettoyer devant sa porte, d'ailleurs, à propos, qui est scandalisé par la manière dont les choses se sont passées. Mais non, c'est désagréable. Et je voudrais dire ici aussi que de toute façon, la présomption d'innocence, ça existe. Oui. Et il voudrait dire aussi une chose, c'est que si cette chose s'est passée, c'est parce que, pourtant que je sache, il y a eu des dénonciations à l'intérieur même de l'Église catholique. Hein, c'est pas de l'extérieur que les accusations sont venues. Et donc qu'il y ait des vérifications qui soient faites pour que peut-être l'innocence d'ailleurs des personnes qui ont été visées éclate par la suite, eh bien effectivement c'est une bonne chose. Et la réaction, et je crois que malgré tout le désagrément que ces perquisitions impliquent évidemment, j'ai un peu l'impression que l'Église se pose un peu en victime. Et effectivement, je trouve ça dérangeant, parce que pas tout à fait à propos. Oui, on va venir sur ce qui s'est passé à propos des tombeaux, et puis on parlera de la commission, évidemment, et des documents qui ont été pris. Bon, beaucoup de SMS qui vont dans ce sens-là. Le Vatican se dit choqué par les pratiques de la justice. Personnellement, je suis bien plus scandalisé par les nombreux méfaits, pour ne pas dire crimes, qui ont été commis par des hommes d'Église. Il est temps de les dénoncer. Une réaction peut-être par rapport à ça? On est parfaitement d'accord de dénoncer depuis quelques mois la sincérité, je pense, de notre nouvel archevêque et de tous les évêques et d'Éric de Becquerel n'est pas à mettre en cause. On n'arrête pas de dire qu'il faut dénoncer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis en place, à un moment donné, avec concertation... Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des perquisitions et qu'il y ait une enquête. On n'est pas étonné. Je pense que là, on n'est pas étonné, mais il y a un fait. Mais une fois de plus, j'ai demandé à un journaliste spécialisé en affaires judiciaires, qui n'est pas du tout un catholique, il m'a dit c'est normal, c'est comme ça, mais je peux constater, c'est objectivement dommage. Si c'était l'archevêché qui devait être cherché, la personne la plus intéressante, c'est le vicaire général, le chanoine Van Bioun, qui connaît bien l'archevêché depuis des années, qui aurait pu dire aux enquêteurs, écoutez, les archives de ceci, c'est ça. Il était en vacances depuis 15 jours. Par contre, le hasard a voulu que tous les évêques de Belgique qui n'ont rien à voir avec l'archevêché, moi-même je ne travaille pas à l'archevêché, étaient là. Ça a donné de fait une impression que c'était toute l'église de Belgique qu'on perquisitionnait. J'ai encore des affaires personnelles comme d'autres évêques qui sont gardés par la justice. C'est très bien, mais donc ça donne l'impression que ce n'est pas que l'archevêché, mais que c'est un peu toute l'Église de Belgique. Il paraît que ce n'était pas le but, mais une fois de plus, l'impression, et ça c'est l'impression, la force des images, est un peu différente, et nous sommes ici pour la rétablir. Alors, Joël de Villers, vous avez écrit un bouquin racontant, etc. Alors, si j'ai bien compris, vous avez fait aussi des témoignages à la police, et vous aviez entendu des dossiers qui étaient cachés, c'est vrai ça? Bien, moi quand j'ai porté plainte contre le prêtre en 2001, le prêtre n'a pas eu de perquisition. Ça, c'est la liberté du juge d'instruction de faire. Oui. Bon. Mais il a fait une perquisition chez l'évêque en 2001. Je l'ai ici. Oui. On parle de sincérité du nouvel archevêque. À ce moment-là, il était évêque. On a fait la perquisition. Ils étaient assis policiers. Le vicaire général, comme vous dites, il connaît tout à Malines. Ben là, le vicaire général Bayet dit il n'y a pas de dossier contre le prêtre pédophile. Sans désemparer, les policiers vont chez l'abbé Huet, vicaire judiciaire. Chef du tribunal de l'église de Namur. Il n'y a pas de dossier. On sait qu'il y a des rumeurs de faits dans une autre paroisse contre ce prêtre, de pédophilie, mais il n'y a pas de dossier. Vous voulez dire quoi par là? Attendez. Oui. Et les policiers, après à la fin du PV, disent « Nous avons saisi les documents suivants. 11 documents concernant le prêtre pédophile et mon affaire. » Puisque c'est ce que le juge d'instruction avait demandé de prendre. Donc ça veut dire que que l'Église collabore avec la justice, tout ça, c'est des carabistouilles. Et dire pourquoi on a pris toutes les armoires et tout ça, il ne faut pas faire croire que quand la police arrive avec un mandat de perquisition, l'évêque ou le vicaire général va dire, voilà, les dossiers des prêtres pédophiles sont là. Vous voulez dire que certains dossiers étaient cachés? Mais il n'y a pas eu de poursuite judiciaire pourtant, pourquoi? Mais si... Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu de poursuite judiciaire? Vous parlez toujours de mon procès, vous n'y connaissez rien. Non, mais je vous pose la question. Non, mais dans Dac le mal de cette semaine, vous avez dit que j'ai fait appel au procès parce que j'ai perdu en première instance. Je n'ai jamais fait appel parce qu'il n'y a pas encore de jugement.
Bien, nous Alors, attendons. si vous ne connaissez rien au dossier, taisez-vous. Mais à votre avis, il y a des Vous dossiers... renseignez-vous. Il y a des dossiers cachés pour vous. Oui, donc, quand il y a eu Et cette... donc, il y a certaines personnes qui ont dû dire ça aux enquêteurs, j'imagine. Mais moi, je l'ai dit. Ah, ben vous l'avez dit déjà, Oui, mais, ben voilà. non, mais pas... Écoutez, monsieur Vrébos, Oui. je l'ai dit, voilà la preuve, je l'ai dit en 2007. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui. Et Ou il y a d'autres une l'ont dit semaine. aussi, vous pensez? Oui, mais moi, je l'ai dit en 2007 au parquet de Namur. J'ai la lettre ici. Oui. Parquet Bon, du procureur. on va pas et faire c'est l'enquête de ici. Carmé. Je leur ai Oui. dit, c'est caché à la Oui. cathédrale de Namur. Donc, ma question, Voilà. si déjà on a sur notre plateau un témoin qui a déjà dit ça, j'imagine qu'il y en a eu d'autres. Et donc, alors, j'imagine, un peu naïvement, que les enquêteurs ont essayé de chercher en ouvrant les armoires. Et alors, ils ont... Peut-être que quelqu'un leur a dit, mais là, je dis n'importe quoi. Quelqu'un leur a dit que c'était peut-être dans un tombeau du cardinal Tunin, j'en sais rien. Donc, est-ce que le fait d'avoir été tenté d'aller voir si quelque chose était caché, est-ce que ça vous choque aussi? Ou bien ça fait partie aussi de la perquisition? Le juge a tous les droits. Maintenant, le justiciable a le droit aussi d'avoir son impression, et il est clair, une fois de plus, que par rapport à la souffrance d'un monsieur de Villers ou d'autres, ceci n'est rien du tout. Nous l'avons dit, nous le redisons, soyons bien clairs. Maintenant, d'apprendre qu'on puisse être soupçonné d'avoir été de nuit, je ne sais pas, caché dans un tombeau d'un Ça, archevêque... c'est David Chicotte, vous êtes d'accord avec Monseigneur Léonard? C'est le style de Monseigneur Léonard de dire ça, mais c'est vrai que moi, quand je l'ai appris, j'ai dû me le faire répéter 2 fois. Je pensais d'abord, je dis, allez, si. Bon, maintenant, j'attends que la justice explique C'était pourquoi. peut-être une bonne cachette, évidemment. Mais écoutez, j'attends que... Ici, c'est au parquet de dire, et il prendra son temps, et nous ne nions pas son droit. Mais on a quand même le droit de se dire, oui, on est surpris. Michel Bouffiou, ça c'est un peu trop loin d'aller fouiller dans des tombeaux. Moi, je ne trouve pas. Enfin, ils ont introduit une petite caméra dedans. Je pense que bon, voilà. Je crois que le problème n'est pas là. C'est pas la petite caméra, c'est s'imaginer qu'on n'est plus caché. Oui, d'accord. Eh bien, je crois que le témoignage de M. De Villers est tout à fait clair. Donc, il y a des enquêteurs qui se rendent dans le cadre de son dossier pour faire une perquisition. Ils demandent s'il y a des documents le concernant et on répond qu'il n'y en a pas et les enquêteurs le trouvent. Comment on appelle ça? C'est quand même cacher des documents à la justice. Je ne connais Alors, C'est avant de émotionnel. parler... C'est l'émotionnel, c'est ça. Non, mais écoutez, on verra que la justice fasse son travail. Avant de parler de la commission et de cette problématique, un témoignage, c'est celui de Christophe, qui, pour la première fois, témoigne. Alors, Christophe, vous, c'est en 2003 que vous avez porté plainte. Ouais. Alors, en résumé, dès l'âge de 9 ans, c'est ça, et pendant 9 ans, vous avez été abusé par un vicaire, je pense, qui était proche de votre famille, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Et vous avez porté plainte, donc plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le dépôt de plainte, disons que grâce à mon beau-père, c'était à ce moment-là, j'ai pu en parler difficilement. Donc j'ai d'abord été voir au niveau de l'évêché de Namur. Oui. J'ai d'abord porté plainte au niveau de ceux qui s'occupent, un truc interne. Un peu comme M. De Villers, alors. Voilà. Oui. Et alors là, qu'est-ce qui a été fait? Vous avez été très bien reçu. J'ai été très bien reçu donc, par Monseigneur Léonard, qui à ce moment-là était à Namur. Et alors, ils ont suspendu le prêtre à ce moment-là. Mais bon, maintenant, je sais bien ce qu'il fait, c'est qu'il va pour les personnes âgées, donc il officie toujours, mais pour les personnes âgées. Donc c'est un petit peu déplacer le problème. Oui. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'il fallait aller porter plainte à la justice à l'époque? Ils ont essayé de camoufler un peu le bazar en disant de ne pas trop y aller, quoi. On vous a dit ça, camoufler le bazar? D'abord un truc interne et après que, voilà. D'abord, ça avait moyen un petit peu d'étouffer, un petit peu... Enfin, pas trop parler, quoi. Oui. Alors moi, j'ai vu donc, que ça ne bougeait pas trop. Donc j'ai décidé de porter plainte à la police de Namur. Bon, ça ne bouge toujours pas plus non plus parce que ça fait ça fait quelques années quand même. Et c'est toujours au stade de l'instruction, donc j'attends toujours... Oui, donc finalement, la justice n'est pas plus rapide qu'à l'intérieur de l'Église, si j'ose dire. Tu as bien fait d'aller à la police. Oui. Dans ce dossier-là, il faut quand même dire que le prêtre en question est inculpé de viol, d'attentat à la pudeur, qu'on a retrouvé 4 autres victimes, qu'il avait été déjà l'objet de poursuites en 1991 par le parquet de Neuchâtel, que là, il était passé à travers les mailles du filet, il a bénéficié d'un non-lieu. Donc c'est un pédophile qui est actif depuis de très très longues années. Et je trouve qu'avec ce dossier-là, on tombe sur un problème essentiel, c'est l'attitude de l'Église par rapport aux victimes. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un discours de dire, de votre côté, que bon, vous laissez la victime libre de choisir si elle veut aller vers la justice ou pas. Je pense que vous devez faire un pas de plus et dire à la victime qu'elle doit aller vers la justice, que c'est essentiel. Dans ce cas-ci, monsieur a perdu 1 an. Si on lui avait dit d'aller vers la justice directement, eh bien, peut-être que le dossier judiciaire aurait avancé plus vite. Et je conclus ce point-là en disant que c'est essentiel d'aller vite aussi et de dire aux victimes d'aller vite trouver la justice parce que
le pédophile, il a peut-être, au moment où la victime parle, et même si elle parle, elle, de faits qui sont prescrits pour ce qui la concerne, le pédophile, il est peut-être en contact, au moment où la victime parle, avec de nouvelles victimes. Mais donc là, une fois de plus, moi je ne peux qu'être d'accord avec vous. Bon, si ça a été dit à Namur, moi je ne peux pas être d'accord avec ça. À la conférence épiscopale, et depuis que j'y suis, et je le répète, et je le dis à tous les victimes, allez, si ce n'est pas prescrit, allez à la police. Je ne peux pas vous forcer. C'est une nouvelle culture, ça. Parce que c'est fait, c'était quand même il y a quelques années. Mais ça, on l'a toujours dit. Mais dans toute la société, ça s'était réglé différemment. Et on le réglait en interne, parfois bien, parfois très mal. On étouffait un peu ou pas? Mais on réglait, la pédophilie était vue, mais dans l'enseignement aussi, comme une faiblesse. Mais ce qui n'était pas juste, c'est que la victime n'était pas officiellement reconnue comme victime. Et c'est pourquoi il est important, si ce n'est pas encore possible, d'aller devant la justice des hommes. Et on ne peut que le demander de le faire, mais on ne peut pas forcer les gens. Très bien. Alors, vous savez qu'on a beaucoup parlé de Monseigneur Danez, coupable ou non de silence. Je vous propose d'écouter les déclarations de Monseigneur Léonard à ce propos. C'était dans le journal d'RTL TV. Comment voulez-vous que je puisse apprécier les silences ou les non-silences du cardinal Danez? Je ne suis pas dans sa conscience et je n'ai pas été son collaborateur immédiat à l'archevêché de Malines-Bruxelles. J'ai toutes les raisons de penser, le connaissant, qu'il a fait son devoir. Mais je ne dispose pas d'informations sur la manière dont il s'acquittait de cette fonction. Voilà, prudence de Monseigneur Léonard. Une prudence de bonne loi, comme par rapport à chacun d'entre nous. Laissons la justice faire son travail, mais en même temps, il y a quand même une présomption d'innocence pour tout le monde. Alors, avant d'aborder la fameuse commission, au téléphone, nous avons José Machelin, qui est journaliste judiciaire à Het Laatste Nieuws. Bonjour. Bonjour. Alors vous, monsieur Machelin, vous avez une sorte de certitude par rapport à Monseigneur Danez? En ce qui concerne le cardinal Danez, selon plusieurs témoins, le cardinal était au courant d'une 50aine de dossiers d'abus sexuels, dont le cas très sérieux de l'évêque licencié entre-temps de Bruges, Monseigneur Van Gilwe. Et d'après un prêtre flamand, M. Rick de Villiers, Danez a été mis au courant de l'affaire Van Gilwe déjà fin des années 90, peut-être à un moment où les faits n'étaient pas encore prescrits. Oui. Le cardinal n'a rien fait, il s'est tu et Van Gilwe est resté sur son poste. Ce qui est certain, c'est que le cardinal a assisté à une réunion entre la victime de Van Gilwe et Van Gilwe lui-même, un mois avant le déclenchement ça, on le sait. avril. On l'a dit, c'est nous qui l'avons dit. Mais... De nouveau, il n'a rien dit à personne, ni à la commission Adrian Sens. Donc, c'est pas prouvé qu'il est juridiquement coupable ou qu'il a facilité des délits, mais ou qu'il s'est rendu coupable de non-assistance, mais sa responsabilité morale est lourde. En plus, selon l'ancienne présidente de la commission pour le traitement des plaintes, Mme Hausberg, Danez a toujours contrecarré les intentions de la commission, c'est-à-dire reconnaître les victimes dans le vrai sens du mot et réparer les dommages subis par les victimes. Voilà. Oui. Donc vos accusations sont très lourdes. Mais je ne dis pas qu'il est juridiquement coupable, je dis qu'il y a des indices très sérieux qu'il était au courant de certains dossiers, des dizaines de dossiers, qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas dénoncé les faits, qu'il n'a rien fait dans le vrai sens du mot pour les victimes. C'est ça que... Très bien. Monsieur Machelin, merci. Merci en tout cas de ce témoignage. Peut-être, Tommy Scholtes, une réaction par rapport à ces accusations de ce journaliste judiciaire de Het Laatste Nieuws, qui visiblement connaît bien le dossier. Mais il connaît mieux le dossier que moi, pour être tout à fait précis. Donc moi, je ne suis pas journaliste judiciaire. C'est à lui d'étoffer ses confirmations et ses éléments. Moi, je pense toujours que la chose essentielle, c'est d'arriver à refaire la vérité. Et je pense que si toute cette situation extrêmement troublée peut avoir quelque chose de très positif, c'est qu'on redresse la vérité et on fasse la vérité. Et donc que l'on appelle Monseigneur Danez, qu'on le rencontre, pas uniquement pour une perquisition, mais qu'on parle avec lui et qu'il soit auditionné, que ce soit au sein de ce qui était la commission ou que ce soit au sein d'un juge d'instruction, et qu'on lui pose des questions. Et je crois que là aussi, il faut être très clair. Je pense que Monseigneur Danez ira, comme il s'est rendu à la cathédrale l'autre jour,
entouré de gendarmes, comme si c'était nécessaire, pour aller introduire une petite caméra. Donc, je pense que Monseigneur Danels fera ça, évidemment. Très bien. Alors, on va maintenant parler de cette fameuse commission qui a traité les plaintes. Alors, nous avons sur le plateau Mme Marie Dumont-Baguette, qui a été juge de la jeunesse et qui a démissionné avec d'autres de cette commission. Alors, en 2 mots, vous avez le sentiment que cette commission ne servait pas à grand-chose parce que vous n'aviez pas de réponse, qu'elle était faite pour, entre guillemets, étouffer les affaires ou pas? Mais si au début de la commission, la première commission donc, a été créée en 2000 par le Monseigneur Listermans, l'évêque de Gand, ça n'a pas trop mal marché. On avait l'impression qu'il y avait une certaine collaboration, mais au fil du temps, cette collaboration s'est vraiment réduite à peu de choses. Et c'est surtout au moment où la commission a abordé le problème des indemnités. Oui. Parce que le but de la commission, c'était de faire des enquêtes, d'entendre les victimes, d'entendre les présumés auteurs des faits, d'instrumenter, mais également, les statuts le disaient bien, que les statuts de la commission précisaient bien qu'il n'y avait aucune limite dans la manière de travailler de la commission. Oui. Donc, si on voulait aider quelqu'un qui avait été victime et qui en souffrait encore terriblement 15 ans, 20 ans après, dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple ou même de parents, ben, la réparation, bien sûr, c'était une indemnité. Oui. Et là l'Église a... Alors là, l'Église, c'était terrible. Mais la position était assez étonnante, mais les arguments avancés étaient, à mon avis, choquants. Par exemple? Que les gens d'Église, les membres de l'Église... avait prononcé 3 vœux, chasteté, pauvreté et obéissance, qu'il faisait partie d'une caste supérieure aux autres au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi, et que par ce fait-là, il ne devait pas payer, il ne devait pas réparer les dommages causés. C'est énorme ce truc. C'était assez énorme, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Église, Mme Malzberg, donc la présidente, qui avait fait un travail énorme, je peux vous dire que moi j'ai plusieurs caisses avec caisses pleines de lettres que Mme Malzberg a répondu et de réponses. Pendant plus d'1 an, on n'a reçu aucune réponse des supérieurs de l'Église. Donc vous écriviez dans une commission installée par eux, il n'y avait pas de réponse? Aucune réponse depuis plus d'1 an. C'est comme ça qu'on a donné notre démission. Ce n'était pas du tout une fin de mandat. Pas du tout, notre mandat n'était pas terminé, mais c'était tout simplement la capacité de pouvoir travailler le travail comme on entendait le faire. Certains ont dit que les victimes étaient prises au piège. C'est un peu le sentiment que vous avez ou pas? C'est un peu le sentiment par le fait même de la situation, même des réactions des supérieurs. Oui, Éric de Beuquelaar a une question. D'abord, Madame, nous sommes bien d'accord que les premières années, la Commission a fait son travail, qu'il y a même eu des indemnités qui ont pu être payées. Oui, absolument. Et à un moment donné, de ma perception, mais je connais moins le dossier que vous, c'est vrai qu'il y a eu un problème aussi personnel. Il y a eu un blocage sur plusieurs dossiers. C'est vrai que ça, c'est exact. L'histoire d'une caste supérieure, je n'ai jamais entendu. Oui, qui a écrit sa caste supérieure? Je ne sais pas qui a dit ça, mais bon... Écoutez, ce sont les supérieurs de l'Église. Tout se trouve dans les dossiers de Mme Malzberg. Oui, puisque moi, vous avez publié ça, c'est vrai. Alors, qui a écrit ça? Qui a écrit ça, monsieur? Ce sont des rapports qui sont faits par la Commission elle-même, à la suite de réunions avec Monseigneur Arpini, qui est le référent de la commission interdiocésaine, et avec le chanoine Kintiens. Je pense que je veux bien, mais vous je n'ai jamais appartenir à une caste supérieure. Non, vraiment pas. Et c'est vraiment la dernière des choses. Je m'occupe d'un séminaire avec des futurs prêtres. C'est vraiment la dernière chose. C'est vrai que c'est choquant, ça. C'est tout à fait inacceptable. Oui. Mais je veux dire, en tout cas, sans entrer dans la preuve que les évêques n'ont pas voulu enterrer la commission, c'est que quand il y a eu cette difficulté, que vous êtes parti ainsi que Mme Malzberg, d'autres membres sont restés, vous le savez bien, et un nouveau président a été institué. Donc l'Église a voulu continuer ce travail. Il faut quand même le dire. À ce propos, je peux vous dire que Mme Malzberg et la commission n'ont jamais été mis en contact avec la nouvelle commission. Jamais. Il y a des dossiers en suspens chez Mme Malzberg, personne n'est venu les réclamer. Donc il y a des affaires qui sont non complètes, non terminées. Oui. Je trouve ça quand même assez lamentable. Alors, donc vous êtes le nouveau président de cette commission. C'est la première fois que vous rencontrez? Oui. C'est quand même curieux que ce soit un plateau de télé, mais enfin bon. Alors, une réaction? Oui, mais ma question est, vous étiez membre pendant 10 ans avec Mme Malzberg d'une telle commission et vous communiquez tellement que vous êtes choqué de ce que vous avez rencontré là-dedans. Alors, combien de dossiers est-ce que vous avez transmis à la justice? À la justice, les affaires étaient prescrites.
La plupart des affaires étaient prescrites. Je crois qu'il y a Alors pourquoi un est-ce que dossier vous qui passez était avec tous ces transmis. dossiers à la presse? Pourquoi est-ce que vous êtes tellement choqué si pour vous, la limite était l'Église? Parce que ce qui me choque, Parce qu'il n'y avait pas de c'est que, réponse. aussi bien pour le prêtre Ric de Villers que pour vous, que la limite était quand même le cardinal. Nous, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris de contact? Parce qu'on a développé une code déontologique différente. Dès le début, on a demandé aux évêques la liberté de décider nous-mêmes si un dossier peut être traité avec les personnes concernées ou si le dossier doit être transmis à la justice. Et c'est la raison pour laquelle que activement on a cherché contact avec la justice et que tout le monde peut lire sur Internet notre accord. Michel Bouffiou. Moi, je connais une victime d'un prêtre pédophile qui est allé trouver la justice à l'initiative de l'ancienne commission. Donc, Oui, c'est la victime. Mais la commission... Non, c'est la commission qui a conseillé à la victime d'aller trouver la justice. Oui, mais la commission, selon moi, doit prendre sa responsabilité. On ne doit pas continuer à chaque fois recommencer à propos de ces dossiers si on ne l'a pas fait soi-même. Oui. Alors, peut-être on n'a pas encore entendu le professeur Hayet. Vous, visiblement, cette commission, vous trouvez que ça n'avait pas vraiment lieu d'être? Mais dès le début, ça se passait déjà sur votre plateau, je crois, en l'an 2000. Je pense que M. Scholtès était déjà là. J'avais émis des réserves, tout simplement en ce sens que je crois qu'on ne sait pas être juge et partie. Et je pense que ce n'est pas l'institution où des gens ont été agressés et où, enfin, des gens nommés par cette institution, mais très proches, ce n'est pas eux qui peuvent vraiment aider en toute sérénité et objectivité les gens qui ont été agressés. Et ça me paraissait clair qu'il y aurait souvent de subtils conflits d'intérêts. Entre l'aide à la victime et... Donc ça vous semble... Je l'ai dit depuis le début. En plus de ça, il s'est passé ce qui devait se passer, je pense, à travers la perquisition qui vient d'avoir lieu. Dans un état de droit où la justice doit être rendue par l'instance judiciaire, cette commission est inévitablement apparue comme un contre-pouvoir. Et comme un contre-pouvoir. Comment enquêter des victimes invisibles? Mais jusque le 24 avril, on n'avait rien. 30 dossiers en 10 ans, nous, 20 dossiers avant 24 avril. Oui, mais ça, c'est l'Autriche. On avait le débâcle. À ce moment-là, il y a des interviews avec nous, avec la justice. Combien de dossiers en Belgique? Rien ne bougeait. Le 24 avril, et puis soudain, en 8 semaines, on travaille depuis 8 semaines, en 8 semaines, 475 personnes se sont adressées à la commission. Il n'y aurait pas eu l'affaire Van Gelu, il n'y aurait pas eu ça. Et plus en Autriche, Irlande, etc. Le dossier Van Gelu est un dossier avec lequel je suis commencé. Peter, je ne vois pas pourquoi ce que tu me dis là est un argument quant au bien fondé de la commission. Ces victimes... Ce que moi j'aurais apprécié, c'est que l'Église ait un excellent centre d'information et qu'ils aient donné un redispatching à... Quoi? À qui, professeur? Enfin, vous avez quand même dans le pays des équipes SOS Enfants, des services d'aide aux victimes, des centres de santé mentale. Vous avez quand même des instances qui n'ont rien à voir avec l'Église et qui ont une certaine compétence et qui pouvaient venir plus en aide à ces personnes. Philippe Grolet, réaction? Moi, j'ai pas de problème à ce qu'une institution comme l'Église catholique crée une commission d'enquête sur des sujets délicats, crée un organe disciplinaire. Ça se fait. Bon, pas de souci avec ça. Par contre, par rapport à ce qui nous occupe, moi j'ai deux soucis. C'est qu'on encourage les victimes à aller vers cette institution qui est quand même extrêmement proche de l'Église catholique et dont l'indépendance reste encore à démontrer. La preuve, c'est qu'ils ont démissionné. Qui peut servir d'éteignoir. Et ça, j'ai un premier problème avec ça. Et un deuxième qui est encore plus grave, c'est quand l'État passe une convention
avec cette commission et délègue en quelque sorte un pouvoir d'investigation et on convient de, bon, finalement, c'est cette commission qui peut, je dirais, passer le pas vers le ministère public. Et là, j'ai un vrai problème. Heureusement, s'il y a, disons, par rapport à la situation de ces derniers jours, c'est que ce pacte, à mon avis, ce mauvais pacte, a volé en éclats. Parce que, heureusement, nous sommes dans un pays où la magistrature est indépendante et elle n'a pas à se soumettre à un pacte passé entre le ministre de la Justice et les autorités religieuses. Monsieur Bosty, votre avis à ce propos, est-ce que c'est assez rare, ce type de contrat entre le parquet et une association? Qu'il y ait des conventions qui soient établies entre le ministère public et un certain nombre de services. Je songe par exemple à SOS Enfants, c'est vrai que cela a existé. Mais dans l'affaire des SOS Enfants, il y avait une grande différence, me semble-t-il. C'est que les personnes qui venaient consulter les médecins ou les psychologues, c'était bien souvent les parents auteurs de violences à l'égard de l'enfant. Et donc, il y avait un problème de secret professionnel qui était très important. Oui. Et il y avait aussi une raison impérieuse de craindre que ces parents n'osent plus s'adresser aux médecins pour venir faire soigner leur enfant. Donc là, il y avait une situation où il fallait mettre en balance la lutte contre l'impunité des violences contre enfants et aussi le droit de ces enfants d'être soignés. De la commission de l'Église catholique. Alors, dans ce cas-là, je crois que les choses ont été, à mon avis, beaucoup plus difficiles et que l'on a méconnu une disposition du Code qui dit que très clairement que le juge d'instruction n'est pas tenu par les directives que le procureur du roi peut prendre. Oui, ça c'est une évidence. Mais j'ai devant moi la Convention où il est bien dit, c'est souligné et c'est en gras, le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles. Ça n'a jamais été mis en cause. Mais il y a un prescrit constitutionnel, et M. Grollet l'a rappelé, en bon juriste, que toute institution a le droit d'avoir une commission interne, qui n'a jamais été en concurrence avec la justice, que ce soit bien clair. Je vais prendre un exemple beaucoup moins grave. Le cas du dopage. Vous avez des cas de dopage, la justice correctionnelle peut appeler un sportif à se justifier, peut le condamner. Mais les fédérations ont également le droit, ont des commissions internes pour dire est-ce qu'on lui garde sa licence, qu'est-ce qu'on fait, c'est une commission de déontologie interne. La commission que les évêques ont mise sur pied était de cet ordre-là. On n'a jamais dit, Monsieur Hayet, professeur, on a toujours dit priorité à la police et à la justice. Mais pour les cas prescrits, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est une commission interne, votre comparaison avec le dopage, une commission interne qui se penche sur le cas de prêtres qui ont été en difficulté ou qui ont fait ce qu'ils ne devraient pas faire. Et même, j'irai plus loin, une commission interne de prévention chez qui des prêtres qui commencent à déraper pour aller demander de l'aide. Ça, oui, bien sûr, personne ne le conteste. Mais ici, ce n'est pas à vos membres de votre institution que cette commission interne est destinée. C'est aux victimes externes qui n'ont rien à voir avec l'institution aussi. Là, je regrette, ce n'était pas votre job. Enfin, c'est mon point de vue. Peter Adriaansens, je suis d'accord avec certains criticismes, mais la commission existe depuis 10 ans, n'a jamais été le sujet des responsables politiques. Tout d'un coup, tout le monde découvre la commission. On a publié, le 10 juin, quand on a reçu la lettre des procureurs généraux, on l'a publié sur Internet, parce que la demande des procureurs généraux était que la commission devait informer chaque victime ses droits qui pouvaient aller passer à la justice et que la commission ne parle pas d'indemnisation parce que c'est la fonction de la droit civil. Alors, on a accepté. Oui. Donc, on a joué ouvert, il n'y a pas eu de réaction. Donc, je comprends bien que, par exemple, comme aux Pays-Bas, où le Parlement a décidé, nous allons ajouter une commission de contrôle, etc. J'aurais très bien compris. Ce que je ne comprends pas, ce que je trouve inacceptable, c'est la perquisition de la totalité des travaux. Il faut une proportionnalité. J'aurais trouvé normal
une convocation par le juge d'instruction, par exemple, qu'il aurait voulu tous les dossiers dans lesquels le cardinal est mentionné. Oui, je trouve normal. Oui, mais- oui. Mais Une naïveté incroyable. le plus jeune des le lendemain, victimes- ils avaient disparu. Le plus là. jeune des Attendez. le plus jeune Le des lendemain, victimes... ils avaient disparu. Attendez. Le plus jeune des victimes a 40 ans. Est-ce qu'on peut avoir du respect pour les adultes dans ce pays? Des réactions de centaines de personnes Monsieur qui Devillet. disent « je travaille dans les médias, dans la justice, la police, le monde médical, Allez, monsieur qui Devillet. va Mais moi, lire voilà. mon Moi, dossier ?» Moi, je dis cet argument, c'est de la foutaise. De dire il y a la vie privée de la victime. Oui. Mais, OK, c'est très bien. Mais vous, ce que vous voulez, c'est la vie privée du coupable et qu'on ne le Ben connaisse non. pas. Parce Ben que non. lui, il continue à faire d'autres victimes. Nous, on a passé des Et un dossiers à la pédophile n'a justice. jamais qu'une victime. Ils Ou ont alors passé des trouvez-en dossiers. moins Ils ont en passé- un. Ils ont passé Mais des on a dossiers. passé des dossiers à la Non. justice. On avait Vous des parlez de la règles commission, de code. j'ai contacté la commission, l'ancienne. Bon, Oui. je fais un résumé dans mon livre. Mais je vous ai contacté le 9 juin. Mail ici, jamais de réponse. Ah, bien sûr. On a Ah, on 800, avait- pardon, Oui. on a 500 dossiers en 8 semaines et une des règles de la déontologie 500 en une interne semaine. était En une. qu'on ne pouvait pas interférer dans des dossiers qui étaient déjà Oui. en Tommy- cours d'analyse à la justice. Tommy Scholtes, pas mal de réactions en direct du public. Alors, c'est vrai que tous ces dossiers qui arrivent, toutes ces plaintes, est-ce que ça ne montre pas quand même que il y avait une situation catastrophique à ce niveau-là dans l'Église catholique, puisqu'aujourd'hui les gens en parlent et que les dossiers affluent à tel point que la commission ne peut même plus répondre. Est-ce que pour vous, c'est quand même pas C'est tout à fait une catastrophe, quoi? C'est catastrophique. Mais C'est que une l'Église a étouffé. Mais ça, c'est encore à examiner. C'est bien ça le problème. Oui, enfin- Pendant des années, il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se sont étalées sur des dizaines d'années. Je pense que les C'était choses... accepté dans l'Église. On trouvait normal ce qui se passait? Non. Si. En tout cas, moi je ne suis pas historien, je sais ce que je peux connaître de l'information. Ça a toujours été... Et ça vous étonne ou pas, les Français? Ça me choque. Oui, Ça mais me ça vous choque. étonne. Vous saviez aussi qu'il y avait des trucs. Mais non, je ne sais pas qu'il y a des trucs, parce que si je sais qu'il y a des trucs, ben, je parle aux évêques ou aux provinciales ou je ne sais à qui On qui est essaie de concerné. régler comme ça. Non, parce que j'ai entendu parler de certaines questions, mais... Il ne faut pas sous-estimer la complexité. Presque 80% des victimes nous racontent qu'ils ont signalé ces problèmes à leurs parents à un certain moment. Ouais. Et que les parents n'ont pas osé faire les choses parce Voilà. qu'ils étaient très catholiques, C'est etc. pas seulement le problème de la silence. La majorité nous dit, ce sont 460 hommes qui, pour la première fois dans leur vie, racontent d'abus sexuels par des hommes. Et ils ont eu besoin de cette solidarité internationale pour aborder pour la première fois dans notre pays, en groupe, ce problème dramatique. Mais le fait que ce soit passé en Autriche, Mais ils en ont Irlande eu et dans besoin toute une très série de pays, souvent, ils ont eu ça besoin vous met très quand même en souvent question. C'est du pas uniquement en décès de leurs Belgique. parents. Oui, ça Du met quand même décès de l'Église leurs en... parents parce qu'ils ne voulaient pas que leurs parents sachent que c'était le prêtre ami de la maison, un prêtre parce que les parents étaient très croyants, etc. Et on doit quand même donner un signal constructif à cette population, à ce groupe qui est ignoré. Oui. Mais je reviens quand même à ma question, et visiblement les téléspectateurs ont envie que je la pose, c'est que, bon, il y a eu des scandales un peu partout dans le monde, est-ce que ça vous ne remet pas en question l'idée de la sexualité, la relation avec la sexualité, etc. Parce que c'est pas uniquement en Belgique maintenant. Non, mais 80% des cas de pédophilie, enfin je me tourne vers les experts, c'est au sein de la famille, on le sait bien. Mais oui, mais c'est du cadre de l'inceste. Oui, mais là on parle de l'Église, on Oui, parle oui, pas mais de donc l'inceste, hein. évidemment, ça pose des questions. Et évidemment, on y est plus attentif dans la formation, on y est beaucoup plus attentif, mais parce que la société a changé. Oui, attendez, oui, M. Grelet et puis M. Devillet. C'est vrai ce qui vient d'être dit, mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a encore une institution, une seule institution, qui connaît autant de cas au niveau de sa direction la plus élevée, hein, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Autriche, que ça soit en Irlande et que ça soit en Belgique. Et donc là, effectivement, ça pose un problème. Bon, c'est pas la première fois que je m'exprime sur ce sujet, mais je pense qu'il y a une conception de la sexualité au sein de l'Église catholique, comme d'autres religions d'ailleurs, qui est vicieuse et qui, quelque part, génère des problèmes. Oui. Qui génère des problèmes, et effectivement, il y a quelque chose de criminogène. Il ne faut pas dire que l'Église a une sexualité qui est vicieuse. Il faut quand même... Bon, qu'il y ait des gros problèmes... je ne suis pas d'accord. Oui. La conception de l'Église... C'est pour ça que je l'exprime. Voilà. La conception de l'Église dans le domaine de la sexualité, c'est d'être heureux.
dans la sexualité et de la partager. Qu'il y ait des déviances, il en existe à tous les niveaux et il n'y a pas besoin d'être dans le clergé pour connaître des déviances. C'est pas M. Hayé qui va me démentir. Par conséquent, si on met en avant la beauté de ce qu'est l'amour dans le couple, allez, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la sexualité pour des gens qui la vivent de manière heureuse? Et c'est quand même ça que l'Église... Est-ce que les prêtres de l'argent privé, les prêtres, par exemple, eh bien, ça c'est vicieux, parce que ça c'est contre nature. Excusez-moi, mais je ne me sens pas vicieux, et je me sens simplement comme quelqu'un qui est choisi de suivre le Christ de cette façon-là. Il y a plein de gens qui sont célibataires, qui ne sont pas malheureux. Jean-Yves Hayé. Oui, bon, je pense qu'il faut quand même garder la tête froide et ne pas commencer à fantasmer que l'Église est un nid de pédophiles. Merci. Non, mais avec les battages médiatiques, où ça peut quand même donner l'impression qu'il y a beaucoup de pédophiles dans l'Église. Ce qui se passe, d'abord, je crois que probablement que le pourcentage de pédophilie chez les prêtres est un peu plus élevé que dans la moyenne de la population. Et si on a le temps, on peut d'ailleurs passer en revue. Ce sera pour septembre, octobre. D'accord. Bon, mais... c'est la même chose, par exemple, dans d'autres catégories professionnelles qui s'occupent d'enfants. Mais il est bien là. Alors, ce qui est quand même, ce qui est une grande souffrance de ces 50 dernières années, c'est que non seulement des prêtres ont fauté, mais que pour des raisons complexes, sociologiques, leur hiérarchie les a couverts, a étouffé, les familles... Ah, vous en êtes sûr, là, vous affirmez. Monsieur Vreboss... Quoi? Ah oui, on va dire que c'est mon intime conviction. D'accord. Bon, alors, vous avez des preuves aussi, les familles, mais je suis, comme Peter disait, c'était toute une ambiance. Les familles n'ont pas toujours non plus aidé les gosses à s'exprimer. On a été dans une ambiance où un couvercle énorme était mis sur les enfants. Et leur souffrance a parfois été bien plus que l'abus, toute cette traumatisation secondaire et ce manque de dignité dans leur accueil après. Alors maintenant, le couvercle éclate parce que la religion, l'ordre établi... C'est un bien quand même, ça, ou pas? Évidemment. 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 Il m'ôte le mot de la bouche. Évidemment, c'est une bonne chose. La vérité n'a pas de prix. C'est une bonne chose. Maintenant, mais les anciens risquent de payer le prix. Je trouve que Monseigneur Léonard ne doit quand même pas trop crier cocorico. Il tombe au bon... Il tombe au bon moment. S'il avait été à la place de Monseigneur Danel il y a 10 ans, il aurait agi exactement comme lui. Vous lui dites quoi? Attendez, là vous dites quoi? Il aurait agi comme lui? Écoutez ce que monsieur dit. Je pense que beaucoup de... Mais en même temps, vous savez, dans tout... C'est une impression. Oui, je devinais. Moi, ce que j'aimerais dire à l'argument des prêtres, il y a encore eu un témoignage comme ça du doyen d'Arlon dans le soir de hier, dire ça se passe partout ailleurs, dans les camps de jeunesse, tout ça, dans les institutions d'enseignement. Mais on ne dit rien. Mais c'est pas de raison. Oui, voilà. Donc, s'ils savent que ça se passe ailleurs, qu'ils le dénoncent. Bon, mais dans le cas de prêtres pédophiles, bon, vous avez fêté l'année du sacerdoce cette année. Le prêtre est un autre Christ. Oui. Donc, pour moi, croyant, comme je l'étais depuis l'âge de 8 ans, je me suis fait violer par le Christ. Oui. Bon, et un autre élément, la dernière heure, dans le journal d'avant-hier, mis quelques noms de prêtres marquant les derniers scandales des 20 dernières années. Je me suis amusé à de taper leurs noms. Il y en a qui sont morts, 2, 3. Mais j'ai tapé leurs noms des autres sur le site internet de leur diocèse. Ils sont toujours en fonction. Bien sûr. Mais si. Oui. Christophe, vous aussi, vous aviez l'impression que lorsque ce curé à 9 ans vous a violé, c'était le Christ? Oui. Oui, parce que la fonction symbolique, c'est clair. C'est pour ça que, que vous avez été sous son influence jusqu'à 18 ans. Oui. C'est ça qui est étonnant. Donc une influence très forte. Tout à fait. Oui. Et qu'est-ce qu'il est devenu pour l'instant? Moi, je sais, la nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il officialisait dans les homes les personnes âgées. Mais bon, donc finalement, aujourd'hui, la plupart des prêtres et des curés qui ont même été reconnus coupables, eh bien, tranquillement, ils sont toujours payés et font leur job. Attendez. La justice... Tout à fait. Attendez, madame dit tout à fait, ancien juge. Ça, c'est normal, ça. Attendez, si la justice se saisit d'un dossier, il n'y a pas deux catégories de justiciables. Maintenant...
Donc il faut qu'elle s'en saisisse et vite. Évidemment, évidemment. Un nombre ont été condamnés et ont fait de la prison, hein, soyons très clairs, et c'est très bien qu'ils aient fait de la prison. Il y en a beaucoup qui sont là, visiblement. Il y en a aussi qui ont fait de la prison, et c'est normal qu'elles soient condamnées. La dernière fois, je parle. Brièvement, parce que il y a le ministre de Clerc qui m'attend, là. Monsieur de Beuquelard dit, dans Dakar le Mac de cette semaine, que tout ce que je raconte, c'est ma théorie. C'est faux. Bon, je prends un élément, parce qu'il dit que le prêtre a été sanctionné dès que j'ai dénoncé les faits en 96 à l'église. J'ai un mail du doyen, donc son supérieur direct, qui date de 2008, et qui me dit, quand je lui ai annoncé les faits, sache que je suis en train de faire des démarches afin que Gilbert ne soit plus en contact, du moins au niveau paroissial, avec des jeunes. Ça veut dire qu'il l'était encore. Et on appelle ça sanction, et il s'occupe maintenant d'handicapés mentaux, peut-être adultes, mais bravo. Alors, Madame Dumont, aujourd'hui, donc, on a parlé des perquisitions. En tant qu'ancien membre de cette commission, vous vous réjouissez qu'il y a eu ces perquisitions ou pas? Mais je crois que c'est un bien, parce qu'il fallait quand même que quelque chose éclate. On ne pouvait pas maintenir ce silence. Mais je voudrais quand même faire part d'une lettre que le pape actuel, quand il était encore cardinal Ratzinger, a écrit. C'est un document qui relève du Nouvel Observateur du mois d'avril 2010. Brièvement, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. On dit, le 18 mai 2001, c'est M. Ratzinger, avait adressé une lettre de Delictis Gravioribus, véritable pièce à conviction pour ses ennemis actuels, ordonnant à tous les évêques de garder le secret sur les accusations d'abus sexuels sous peine d'excommunication. Alors c'est pour dire quand même l'esprit en 2001, qui était l'esprit de l'Église, gardons secret. Oui. Et ça, je trouve quand même que c'est assez lamentable. Je n'ai pas vu la lettre, mais enfin, je crois qu'un journal je pense que le Nouvel Observateur, là, ne renseigne. Des Delictis Gravibus, c'était de dire, pour veiller à ce que justement il y ait un bon suivi, de dire, écoutez, s'il y a des cas, nous, le Vatican, nous voulons vérifier que ce sera sanctionné à sa juste mesure, à l'intérieur de l'Église. En tout cas, les réactions du Vatican aujourd'hui par rapport à nos enquêtes... Pas d'excommunication. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut calmer le jeu et laisser la justice faire son travail. Très bien. Tout de suite, face à face, les yeux dans les yeux, avec le ministre de la Justice, Stéphane Leclerc. Alors, dites-moi, le Vatican est furieux, hein, il accuse votre justice d'avoir empêché de manger et de boire les évêques pendant 9 heures, et puis on dit c'est faux, ils ont eu du poulet, du vin et des tomates. Alors quoi, le Vatican ment? Il se mêle de nos affaires? Ça vous choque? C'est une déclaration personnelle de M. Bertone, et donc c'est pas un incident diplomatique, il s'est basé sur des éléments qui sont faux, donc il faut relativiser cette intervention, donc... c'est passé. C'est passé. Alors, est-ce que vous regrettez le contrat qui a été fait entre le parquet et la fameuse commission dont on a parlé pendant l'émission? Est-ce que l'Église est au-dessus des lois? Est-ce que vous avez fait un cadeau à l'Église? Il n'y a pas de contrat. Il y a le respect mutuel de la justice qui doit faire son travail. Et de l'autre côté, il y a ce monde religieux, l'Église catholique, qui prend en main une problématique qui est vraiment très difficile à gérer. Et j'ai essayé d'anticiper pour essayer de faciliter le travail de la justice au maximum. J'ai anticipé parce que je savais qu'il y aurait des problèmes un jour. Oui. Et il n'y a pas de contrat, il y a simplement des accords, disons des discussions pour faciliter le transfert des dossiers de cette commission à la justice. Et en même temps, j'ai demandé au Collège des procureurs généraux, le jour qu'il y a des problèmes sur la politique criminelle, parce que c'est un phénomène, c'est pas un seul dossier, c'est un phénomène. Bien sûr, et ils abondent. Et du moment qu'il y a des problèmes, il faut faire l'analyse et il faut essayer de formuler les conclusions sur cette problématique dans sa généralité. Donc il n'y a pas de contrat, il y a, disons, une demande de travailler à fond sur toute la problématique. Est-ce que ce n'est pas uniquement le pouvoir judiciaire dans un pays démocratique qui est habilité à recueillir des informations, à faire des enquêtes? Mais c'est clair, c'est l'évidence même, et c'est repris à 10 fois dans les textes qui ont circulé. Donc c'est la justice qui doit faire son travail. Mais en même temps, il y a aussi dans la Constitution que les cultes, l'Église catholique a une responsabilité en interne. Ils doivent faire des nominations, ils doivent gérer. Et donc une commission administrative est utile et nécessaire et est possible. Mais vous sans aucun débat. Tous les membres de l'ancienne commission avaient démissionné, on l'a encore vu ce midi, parce que l'Église ne donnait pas de réponse. Parce qu'on voulait étouffer. Moi, j'ai eu le contact avec le professeur Adriaansens. Le nouveau président. Oui, et donc je connais la problématique de la délinquance sexuelle. Hein. Je sais que seulement en 85, ils ont commencé dans un milieu scientifique à développer toute la problématique qui n'existait pas auparavant. Je sais en 95 que j'ai vécu toute cette période, qu'il y a eu le dossier du trou et qu'il y a vraiment eu
une crise énorme. Et maintenant, nous avons une nouvelle crise, et donc en respect, avec tout le respect que je dois au professeur Adrien, j'ai dit, voilà, nous devons, avec la justice, essayer de faire le maximum pour chaque dossier individuel. Donc donnez-nous les dossiers, et en même temps, nous allons voir comment on peut encore davantage aider, non pas seulement la justice et donc les dossiers individuels, mais aussi les victimes, parce qu'il faut avoir le respect pour les victimes. Parce que le monde judiciaire a évolué. C'est pas simplement dire coupable, non coupable, c'est en même temps gérer la problématique des victimes d'une manière Les tout à fait... perquisitions du juge d'instruction, c'est la justice qui reprend la main totalement? Qui fait ce qu'elle doit faire. Il n'y a aucune discussion possible là-dessus. Il y aura le contrôle par après. C'est clair que le code judiciaire et toute la procédure prévoient les possibilités pour ceux qui ont un intérêt à intervenir dans la procédure et pour faire l'analyse, est-ce que c'est la proportionnalité, etc. Donc tout ça, c'est normal, c'est classique, c'est bien. Mais en même temps, il faut savoir qu'il faut gérer la problématique de la victime. Et donc il y a toute une nouvelle manière de gérer la manière de la médiation, gérer avec le secret professionnel, voir comment on peut vraiment faire avancer la problématique de la victime, et donc il faut essayer d'avoir un peu d'espace pour ce genre de problématique. Quand certains disent que les cardinaux, les évêques ont été séquestrés pendant cette perquisition, c'est exagéré? C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. L'Église n'est pas au-dessus de la loi? Ben non, c'est clair. Donc, qui dit que l'Église est au-dessus de la loi? Donc ce qui s'est passé ne vous choque pas, c'est normal? Ben non, la justice fait ce qu'elle doit faire. Moi, j'ai essayé d'anticiper d'une certaine manière en disant, voilà, passons les dossiers d'une manière correcte et en même temps, soyons lucides, parce que c'est une problématique qui est grave. Et donc, il faut gérer cette problématique en toute ouverture d'esprit. Et donc le Vatican exagère complètement? Je répète pour la troisième fois. Vous voulez absolument que je dise autre chose? Ça fait le tour du monde, hein? Mais non, c'est faux. Donc, y a c'est faux. Monsieur le ministre de la Justice, merci. Tout de suite, mon invité, ce sera Olivier Minguin. Et j'en profite pour remercier, bien entendu, mes assistants, Stéphanie Gomez, Frédéric Ernotte et Cédric Donnet, puisque c'est la dernière émission.